هذا العدد برعاية MSD Santé Animale. Salam, la santé animale et encore le principe du One Health avec une nouvelle thématique sur l'antibiorésistance. Nous vous avons déjà expliqué cette résistance des infections bactériennes aux antibiotiques qui se développe avec l'usage abusif de ces derniers. Alors, comment réduire l'utilisation des antibiotiques dans les élevages? Existe-t-il des antibiotiques plus appropriés que d'autres? Comment promouvoir la médecine préventive? Qu'en est-il de la vaccination? موضوع جديد مع مقاومة المضادات الحيوية. هناك مقاومة بالفعل مع استخدام السيء لها. كيف يتم تخفيض استخدام المضادات الحيوية في المزارع؟ كيف يتم الترويج للطب الوقائي؟ ماذا عن التلقيح؟ نجيب على كل هذه الأسئلة مع ضيفنا اليوم. مرحبا dans Healthy Healthy. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Mustafa Oumouna, immunologue à l'université de Médéa. Professeur, Massa al-Khir. Massa al-Khir. Marhaba bik. Vous êtes également représentant Afrique et Moyen-Orient de Star AIDS. Vous êtes également président de l'African Vaccinology Network. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va d'abord expliquer, professeur, comment agissent les antibiotiques sur les animaux. كيفاش تتفاعل المضادات الحيوية على الحيوانات. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis particulièrement heureux, surtout la thématique qui est fondamentalement importante pour l'animal et pour l'homme et pour l'environnement, le concept de One Health. En fait, quand les antibiotiques ont été découvertes fortuitement par hasard, en 1928, par un certain Alexander Fleming, qui avait remarqué que certaines boîtes contenant des bactéries étaient complètement, pratiquement des colonies étaient disséminées ou du moins attaqué par des champignons. Il a analysé les champignons, il a trouvé que c'était Penicillium notatum qui synthétisait la pénicilline. Donc il a appliqué le principe de ce que disait Pasteur, dans le domaine de l'observation, le hasard favorise les esprits avertis. Il a vu profondément, et c'est comme ça que les antibiotiques ont été découverts. En recevant son prix Nobel, il avait dit une chose, que je crains que les bactéries aient naturellement, de manière innée, une certaine résistance aux antibiotiques. Déjà, à l'époque, il y pensait. Il y pensait parce que les bactéries, comme tous les êtres vivants, sont là pour vivre. Donc, elles vont développer des mécanismes de résistance. On appelle en immunologie les mécanismes d'échappement. Comment une bactérie, un virus, un parasite s'adaptent. Et donc, il avait cette crainte. Certaines bactéries sont plus résistantes que d'autres, naturellement, telles que les mycobactéries. Alors, ces antibiotiques sont par excellence antibactériens, parce qu'il y a des antiviraux et des antiparasitaires. Ils agissent en essayant d'inhiber la croissance, en essayant d'inhiber la multiplication ou diminuer l'infection de ces pathogènes. Toutes les bactéries ne sont pas mauvaises. Il y a de très 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 bonnes bactéries qui sont indispensables à notre fonctionnement, à notre organisme, que ce soit pour l'animal, pour l'homme, mammifère ou non mammifère. Même dans les œufs, on a des microbiotes chez la volaille, et donc ce qui fait que nous avons besoin de ces bactéries. Alors, quand on utilise des antibiotiques à bon escient, on élimine les mauvais germes ou les bactéries dites pathogènes. Quand il y a un abus? Exactement. Quand il y a un abus, on détruit les mauvaises bactéries et on touche les bonnes bactéries. Alors, si maintenant on parle de l'élevage, pourquoi les éleveurs ont souvent recours aux antibiotiques? Voilà. En réalité, le mot éleveur recours, en réalité, ça devrait passer par un intermédiaire qui est le vétérinaire. D'accord. C'est un peu comme nous, le médecin. C'est le seul habilité à prescrire des antibiotiques. Et malheureusement, on ne fait pas beaucoup appel. Voilà. Malheureusement, on ne fait pas beaucoup appel. Et même si on fait appel, il y a ici 3 modes d'action. On utilise les antibiotiques à bon escient tels que prescrits et recommandés par le médecin vétérinaire, c'est très bien. Il en faut, malheureusement surtout, dans l'élevage actuel, l'état de l'élevage. On fait de l'élevage intensif, on fait énormément de têtes de bétail ou de poulets ou de volailles dans un espace relativement fermé. Juste pour vous donner, Monsieur Lahli, une idée sur, par exemple, pour l'élevage aviaire, en 1950, pour avoir une poule de 1 kg, il fallait 4 mois. En 1970,
on a diminué de 2 mois. En les années 2000, c'était presque 1 mois. Maintenant, on est à 24 jours, parfois. Moins d'1 mois. Exactement. Donc, cette extraordinaire production, parce que c'est vrai que le marché demande, on est en train de faire de l'élevage super intensif. Et pour réussir cet élevage super intensif, on est obligé, parfois les éleveurs, d'accompagner par des antibiothérapies, particulièrement les élevages qui se font en été. Alors, le vétérinaire doit prescrire. Si l'éleveur respecte cette prescription, parce qu'elle est obligatoire, fondamentale pour l'élevage, on est dans l'utilisation correcte de l'antibiotique. Maintenant, s'il interrompt le traitement, comme le cas des humains, le médecin prescrit 10 jours, on prend 5 jours et on se dit on est guéri. Malheureusement, là, il y a un début. Non seulement que pas toutes les bactéries ont été éliminées, mais celles qui ont survécu vont développer de la résistance. Elles vont s'adapter. S'adapter parce qu'elles n'ont pas été détruites jusqu'au bout. Et troisième, malheureusement, on ne respecte pas les délais. Les délais auxquels... Alors, il y a 3 éléments qui nous intéressent particulièrement pour tout ce qui est mammifère. Il y a la viande, il y a les abats, et il y a le lait. Et parfois, on n'a pas les mêmes délais. Les abats, on en a toujours un peu plus. Et le foie, qui est connu que c'est une glande de détoxification, c'est le foie qui garde le plus longtemps. Qui stocke le plus. Qui stocke. Et alors, si on le donne parce qu'on a fait un abattage par rapport à la viande, vous imaginez que les gens qui consomment le foie, malheureusement, auront des résidus. Donc on peut parler d'une sorte d'utilisation rationnelle responsable des absolument, antibiotiques. Absolument. Les antibiotiques. مسؤولية في استعمال هذه المضادات. Exactement. في الحرب العالمية الثانية, des millions de soldats, et après, ont été sauvés grâce aux antibiotiques. Il y a deux découvertes majeures dans le monde, médicales et vétérinaires. Il y a les antibiotiques et les vaccins. C'est les plus grandes découvertes. 1, au moindre coût, et 2, dont la portée est extraordinaire. Maintenant, comment utiliser ces 2 aspects de la médecine? Est-ce qu'on va utiliser à bon escient? Parce que on a réalisé que maintenant, en 2030, on risque de ne plus trouver d'antibiotiques qui pourraient avoir des effets réels escomptés. ثانيا, les boîtes mettent l'équivalent de 10 ou 10 سنين pour produire un antibiotique. Et comme le coût maintenant n'est plus intéressant, il y a de moins en moins de boîtes qui s'intéressent à produire des antibiotiques parce qu'on va dans l'antibiorésistance. Il y a l'équivalent de 650 tonnes d'antibiotiques qui sont utilisés dans le monde. Donc vous imaginez que certains pays, tels que l'Indonésie, on estime qu'elle va développer l'équivalent de 200% augmenté. Le Nigeria, 125%. Alors on est dans cette pyramide qui finit par ce qu'on appelle dead end, vers ce qu'on appelle... D'accord. On n'arrive plus à revenir en arrière. Alors, c'est vrai, et je vous félicite pour cette thématique, parce qu'on interpelle non seulement les vétérinaires et les éleveurs, mais même les humains. Parce que la majorité des animaux qui sont traités se retrouvent dans nos assiettes. Et nos enfants, vous imaginez comment ils vont consommer cette extraordinaire quantité. Est-ce qu'on peut parler de médecine préventive dans l'élevage, oui. Justement, oui. الطب الوقائي. الوقائي. Absolument. الطب الوقائي commence par la santé de l'animal, les conditions d'élevage. Un animal qui est élevé, il n'y a qu'à voir l'animal qui est élevé dans l'air libre, n'a pas besoin de traitement. L'animal se traite. Notre organisme est doté de mécanismes pour pouvoir s'auto-guérir et s'auto-défendre, à condition de lui donner les moyens. Donc, il faut prendre en considération, il faut que les éleveurs et les vétérinaires conseillent, avant déjà la mise en place de l'élevage, qu'il soit bovin, ovin, ou caprin, ou volaille, l'élevage, comment il est? Dans quelles conditions? La chaleur, l'humidité, l'eau, la nourriture. Si l'animal reçoit ces conditions dans lesquelles qui sont optimales, vous allez remarquer qu'on va réduire de 50%. Les autres 50% pourraient être utilisés avec une certaine vaccination. Si on vaccine, on tombe moins malade et donc on a moins besoin. D'autant plus qu'au début des élevages, généralement, que ce soit mammifères ou volailles, il y a énormément de maladies virales. Et le drame, quand on donne des antibiotiques contre des virus, non seulement que la bactérie est موجودة, donc on va donner un antibiotique pour rien, et on va provoquer une résistance pour les bonnes bactéries ou les mauvaises bactéries malheureusement qui sont là, et aussi on n'a pas traité
le virus. C'est comme lorsqu'on tombe malade, on va chez le médecin, il nous dit c'est viral, ça sert à rien d'antibiotiques. Exactement. Et on va aller chez le pharmacien acheter un antibiotique parce que là, ça fait... Bon, et ça... C'est tout un autre débat. Et c'est ça. Alors, donc si on comprend bien, professeur Oumouna, la vaccination se présente comme un des moyens de cette médecine préventive. Je viens de le dire, absolument. Et il y a un débat outre-mer sur la vaccination et tout, mais la réalité, moi, vous m'avez présenté comme African Vaccinology Network, je suis le président. En Afrique, non seulement les humains même, et aussi tout ce qui est élevage, n'auraient jamais pu survivre si on n'avait pas de vaccination. فوائد التلقيح كيفاش نقدروا نلخصوا L'Arsoha, c'est que c'est le seul moyen de pouvoir préparer le système immunitaire à une infection. On sait très bien qu'on va être exposé à une infection, que ce soit la polio, pour les humains, la rougeole, toutes ces maladies que, alhamdoulilah, on avait toujours fait une classe ou deux, quelqu'un qui avait la polio. Alhamdoulilah, l'Algérie a été déclarée, exempte de la polio. Donc, on sait très bien que ces maladies existent. Il faut prévenir. Et la prévention commence par la vaccination, à bon escient bien sûr, qu'on doit donner aussi bien à l'homme, mais aussi aux animaux. Parce que les animaux vont vivre dans un milieu clos et dans un milieu tellement stressant. Et là, on parlera du stress. Donc, un animal qui est stressé lui-même va générer des moyens, malheureusement, nocifs pour lui, ou ce qu'on appelle le stress oxydatif. Les cellules de l'animal sont tellement dans un état que même l'antibiothérapie, à bon escient, ne pourra pas donner des résultats escomptés. C'est pour ça que des fois, on parle de la qualité de viande exact. de tel ou tel animal, de telle et telle région. Exact, absolument. Un animal, n'a pas d'équivalent. Donc, ce qui fait que le mouchkila ta'ana hna drouk, c'est qu'on traite un animal qui est déjà malade, stressé. Et un animal stressé, pour se faire vacciner, l'infirmière ou le monsieur qui dit malade ou la monsieur malade, c'est pas le moment. Exactement. Donc, comment traiter des animaux déjà? Et en plus, les animaux en élevage intensif, l'infection n'est pas généralisée dans tout l'élevage, mais on va disséminer l'antibiothérapie pour tout le monde. Alors, les malades vont recevoir et les sains vont recevoir. Et là, on va aggraver la situation. Le talqih se retrouve comme une alternative pour accompagner, bien sûr, à condition de diminuer du stress oxydatif chez les animaux. Il faut que les conditions d'élevage, et il faut accompagner par des antioxydants s'il le faut. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les solutions de monitoring qui existent aujourd'hui dans le monde animal, dans l'élevage, pour justement réduire cette... Les gens qui ont compris que la santé de l'animal, son bien-être, sont indispensables et ça va devenir ce qu'on appelle, on va leur ajouter, s'investissent. À la fois de contrôler de l'humidité, de la température, de l'eau, les conditions, l'espace laissé, ça va revenir. Peut-être pas dans cet élevage, mais ça va crescendo donner des fruits. L'ishkaliya, de temps en temps, nos élevages sont des élevages conjoncturels. C'est des élevages qui naissent et qui vont disparaître. Et c'est là où le drame. Pour maintenir, vous imaginez une serre en plastique qui va se transformer en élevage de volailles. La température de 45 degrés. Comment maintenir un tel élevage? On va bourrer les animaux en antibiotiques pour qu'ils ne tombent pas malades pendant 1 mois et demi. Et c'est ça le cauchemar. Donc, il faut aussi que les autorités s'investissent à contrôler les élevages. Parce que, qu'on le veuille ou non, quand j'étais aux États-Unis, un enfant d'origine mexicaine, à 12 ans, il avait une infection banale. Premier antibiotique qui n'a pas répondu, deuxième antibiotique qui n'a pas répondu, troisième antibiotique, on appelle ses parents. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un enfant né par césarienne, prématuré? Est-ce qu'il a eu? Rien du tout. Finalement, il consommait tellement de volailles qu'il a cumulé tous les résidus et il a eu une antibiorésistance. Donc, on risque de se retrouver dans certains cas. Et là, on n'est pas très loin de la pandémie. On avait besoin d'antibiotiques, non pas contre le virus, mais contre une infection secondaire, ce qu'on appelle les bactéries opportunistes. Et imaginez qu'on vous prescrit et votre enfant, ou le papa, ou la maman, ne résiste. Donc, il ne faut pas tomber dans cet état de non-retour. Les maladies nosocomiales, même les pays les plus modernes, n'arrivent plus à les contrôler. Parce qu'il y a tellement de résistance. Par exemple, la bactérie de la tuberculose, elle est déjà, pour infecter la dose infectieuse généralement bactérienne,
c'est 1000 bactéries pour provoquer une infection. La tuberculose, c'est 5. 5 bactéries peuvent provoquer la maladie. Et comme par hasard, cette bactérie, elle est innée, elle résiste aux antibiotiques. Alors maintenant, on a des germes ultra résistants. Et là, on ne pourrait pas se permettre, à la fois on utilise des antibiotiques nous-mêmes et on consomme des animaux traités aux antibiotiques. Vous imaginez la situation. Alors, professeur Oumouna, vous êtes professeur en immunologie. L'aspect immunologique vous intéresse grandement. Et là, j'ai envie d'aborder avec vous le rôle du microbiote intestinal. Tout un chapitre, résumez-nous pour que le téléspectateur comprenne. Oui, le microbiote, ça a été découvert, disons, une vingtaine d'années, ou du moins ça fait maintenant réellement parler de cette extraordinaire partie qui était occultée. On croyait que l'appareil digestif... Là, si on considère les 3 épithéliums, les 3 surfaces, la peau, si on enlève notre peau, on la met comme haïdora, c'est 2 mètres carrés. Si on ouvre les poumons avec les branches et les branchioles et les alvéoles, c'est l'équivalent d'un terrain de bowling, piste. Si on en prend l'intestin, c'est l'équivalent d'un terrain de tennis, 300 mètres carrés, et certains disent plus. 300 mètres carrés qui abritent 100 000 milliards de bactéries. منين يجوا هذه البكتيريا؟ Les meilleures bactéries يجوا من عند la maman. Pour les humains et pour tous les mammifères, à l'accouchement, les bactéries urogénitales et surtout vont passer chez ce fœtus qui va devenir un bébé par les yeux, par le nez, par la bouche. Ils vont coloniser. Donc les premiers ensemencements de bactéries, on les reçoit de nos mamans. Pour les enfants qui sont nés par césarienne, le bon Dieu a bien fait des choses. L'allaitement, on a ce qu'on appelle... Compense. L'allaitement, il y a un stress, ce qu'on appelle la montée laiteuse. Toutes les mamans le savent. Il y a cette fièvre, et cette fièvre s'accompagne par le passage de quelques bactéries, les bonnes bactéries, dans le sang et dans le lait. Et l'enfant recevra sa dose. Si malheureusement, césarienne, plus non-allaitement, l'enfant développe beaucoup d'allergies et maladies auto-immunes. C'est la même chose aussi dans le cas des élevages. Donc ce microbiote, maintenant il va gérer. On croyait qu'il n'y avait que le microbiote intestinal, c'est normal. Maintenant on a le microbiote respiratoire, le microbiote cérébral. Et alors, donc systématiquement, ces bactéries précieuses qui vont affecter, on a ce qu'on appelle l'intestin, est considéré maintenant comme le second cerveau. Il abrite extraordinairement ces milliards de bactéries, et 60 à 70% الخلايا تاع المناعة موجودين في الجهاز الهضمي. Alors il y a une extraordinaire communication entre le cerveau et le deuxième cerveau qui est l'intestin. C'est ça. بين 10 مكالمات 9 يطلعوا وواحدة تهبط. Donc l'intestin génère une extraordinaire commande du cerveau. منهم les cellules intestinales, quand elles sont bien en collaboration avec le microbiote, synthétiser l'hormone de la joie, qui est la sérotonine. Cette hormone, elle est synthétisée à 90% là. C'est pour ça qu'on est heureux quand on mange bien. C'est un peu ça. Et absolument, exactement, quand on nourrit bien nos bactéries. Voilà. Et donc, systématiquement, on le voit déjà, quand on est malade, on prend des antibiotiques, et non seulement il y a des diarrhées, mais il y a le ka'aba. Alors, nos parents ont vécu de manière extraordinaire avec ce microbiote, parce qu'il était bien nourri. Il leur rendait la monnaie de la pièce. Il leur envoyait donc les bonnes informations. Maintenant, malheureusement, on voit les enfants, et même dans les pays les plus développés. Avec la malbouffe. Exactement. Les antibiotiques, il y a. Le taux de suicide, c'est parce qu'il y a dead end. Et maintenant, l'approche holistique de la médecine, que ce soit pour le monde vétérinaire et animal, exige qu'on considère toujours le microbiote dans n'importe quelle pathologie. Chez les oiseaux, la volaille, on a utilisé des antibiotiques expérimentalement qui ont détruit le microbiote, une partie bien sûr, et on a infecté avec le H1N1. L'effet inverse. Et alors voilà, et qu'est-ce qui s'est passé? On a remarqué que la volaille traitée par des antibiotiques ne pouvait pas répondre, malheureusement, à l'infection respiratoire, d'où l'axe intestin-poumon. C'est-à-dire que les bactéries envoient des messages même aux autres organes, et même le cerveau. Et maintenant, on le sait que même les maladies dégénératives, Parkinson et Alzheimer, sont traitées ici avant qu'on traite la tête. Donc, cette extraordinaire manne naturelle de bactéries, il faut la préserver. Et le premier acte, est surtout de ne pas utiliser
les antibiotiques de manière abusive. Et s'il le faut, il faut respecter à la fois le traitement et surtout le délai d'attente qui est de libération de ces antibiotiques pour qu'ils soient éliminés en ce qui concerne les élevages, volailles, bovins, ovins et caprins. Alors, vous avez parlé de l'homme, vous avez parlé de l'humain. On est dans le principe du One Health, c'est Wahida. On ne cessera jamais assez de le répéter. Je vous laisse conclure, professeur Oumouna, sur finalement cette agriculture saine dont on a vraiment besoin, aussi bien pour notre consommation, nous humains, que pour aussi la santé, le bien-être animal. Des animaux, absolument. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Le concept de One Health, qui est maintenant très en vogue, c'est un peu comme on a reconsidéré l'approche holistique pour l'organisme, maintenant on considère toute cette approche globale. Et on ne peut pas vivre. Il y a énormément d'antibiotiques qui sont éliminés par les urines et par les fécès des animaux qui se trouvent dans les rivières, et les rivières vont contaminer la salade qu'on mange et tout. Donc systématiquement, c'est une approche globale qui est indissociable. Si on veut réellement traiter l'homme, il faut traiter à la fois, considérer comment l'animal vit et aussi, bien sûr, l'environnement. Pour vous donner une idée, par exemple, en poisson, anciennement biologiste marin, il y a beaucoup de poissons qui ont malheureusement un problème de genre, de sexe. Pourquoi ? Parce que les hormones qui sont utilisées dans la pilule se retrouvent dans les urines, ils se retrouvent dans les eaux, et les poissons prennent un coup. Pour vous dire que l'approche, elle est tellement globale qu'il faut tout considérer, et il y a énormément de poissons d'élevage, des poissons qui vivent près des côtes, prennent énormément d'antibiotiques, et donc ce qui fait qu'on croit avoir mangé un poisson, mais il est trop riche en antibiotiques. C'est la même chose pour les animaux en élevage, et comme on dit... Répercussions sur l'homme. C'est répercussions sur l'homme, systématiquement. Donc ça, il faut faire vraiment très très attention. Merci beaucoup, professeur Mostafa Oumouna, professeur en immunologie à l'université de Médéa. Je rappelle, vous êtes aussi représentant Afrique et Moyen-Orient de Star AIDS. Vous êtes également président de l'African Vaccinology Network. Shukran jazilan. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. À vous. Merci bien sûr de nous suivre comme à chaque fois. Votre rendez-vous حالتي اقتراحاتكم تعليقاتكم وأسئلتكم على صفحاتنا الرسمية مواقع التواصل الاجتماعي. سلام. هذا العدد برعاية MSD Santé Animale.